Salut à tous, épisode 9 avec Mathieu Van Der Poel et la Corendon Circus. Dans cet épisode, vous allez voir qu'on a pas mal de choses à balayer. Ça va évidemment commencer du côté de Liège pour la quête d'un impossible ou quasi impossible triplé ardennais pour Mathieu Van Der Poel, d'une part, et puis ensuite on continuera avec déjà des petites ébauches au niveau du recrutement, des petites touches à droite à gauche qu'on va essayer de commencer à opérer avec tel ou tel coureur. Je vous montre ça juste après. L'argent, ça va de mieux en mieux, mais ça n'est pas encore du tout une situation confortable, ni même solide, puisqu'on est encore sous la menace là. Regardez, on voit très bien que ça peut se gâter hein, à partir de la fin d'année 2020. Donc il y a vraiment encore à surveiller. Petit récap des vainqueurs par-ci par-là. Alors autant sur Tour World Tour, on n'est pas très présent nous. Hein. Autant sur Classic, je crois qu'on est relativement présent. Et puis c'est peut-être pas fini. Hein. On croise les doigts, donc il y avait cette arrivée là qui moi personnellement, m'a fait un plaisir mais immense. Euh, la roue de Alaphilippe pour aller comme ça chercher, eh bien, la deuxième flèche wallonne d'affilée pour Mathieu Van Der Poel. Bon, c'était vraiment quelque chose que j'espérais pas nécessairement, mais c'est arrivé. Donc maintenant, on arrête de se tourner vers le passé et on regarde ce qui va venir. Liège, Bastogne-Liège, avec ce fameux juge de paix que peut être La Roche-au-Faucon. Désormais, sur ce nouveau parcours, on a Tony Galopin qui est là et bien là pour épauler son leader Mathieu Van Der Poel. Alors, vous m'avez fait marrer avec vos blagues là, avec Marion Rousse, Tony Galopin et compagnie là. Et c'est vrai que mine de rien, Marion Rousse, elle y est pas pour rien dans les résultats de l'équipe là, on le voit bien. Comme par hasard, depuis qu'on l'a recrutée, Marion, par l'intermédiaire de son mari bien sûr, et ben comme par hasard, nos résultats ils s'enflamment. Donc il y a vraiment un effet Marion Rousse, je crois on peut l'affirmer sans, sans plaisanter. Bon, allez, revenons à la course. On a également Vermeersch, on a Verschève, on a Janssens qui sont chargés d'aider. Le frère David Van Der Poel, peut-être un petit peu moins à l'aise sur un parcours comme celui-là, mais il est toujours solide. Le gars, il est toujours solide et honnêtement, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Avec son petit 69 là de général, David Van Der Poel, il fait le boulot. Il n'y a pas de souci. Donc même s'il n'est pas présent sur la fin des courses, c'est pas grave. Pas grave du tout. Allez, on va aborder le col du Rosier. Très bien, c'est parti. C'est un moment important dans Liège-Bastogne-Liège, la nouvelle version. Vous avez vu, il y a Vincenzo Nibali qui s'était fait piéger et qui, avec Dylan Teuns, va essayer de rentrer sur le groupe à l'avant. On va les suivre un petit peu là parce que c'est intéressant de voir que l'IA arrive à faire des trucs par moment. Romain Bardet aussi s'est fait avoir. L'IA arrive à faire des trucs assez intéressants par moment. Moi, je pense pas qu'on aurait pu le faire, nous. Même avec un énorme coureur, je pense pas qu'on aurait pu rentrer. Et vous allez voir à grand renfort d'énergie déployée là par Nibali, alors que Tom Dumoulin essaye aussi, mais il part de plus loin. Donc il y a pas mal de gens qui se sont fait piéger. J'ai pas roulé moi, hein, j'ai juste suivi. Je trouvais qu'il y avait un train qui était assez intense, imprimé pas tellement par la Deceuninck Quick-Step, même si on voit un des leurs qui roule, mais surtout par la Sky, en fait, le team Ineos. Hein. Team Ineos a beaucoup roulé et a durci, en fait. C'est vrai que c'est pas la première fois que je vois, par exemple, un Egan Bernal qui joue un rôle de durcisseur. Alors, on sait qu'il y a Michał Kwiatkowski comme leader hein, du côté de la Sky sur une course comme celle-là, mais l'IA utilise un Bernal par exemple pour durcir la course. C'est assez stupéfiant. Bon, on a, euh,
On a ensuite après tous ceux qu'on connaît hein, qui sont bel et bien là. Quand vous verrez un maillot de champion de France, ce sera Julien Alaphilippe avec l'aide de Quickstep. On a évidemment, comme d'habitude, un Dan Martin qui est, tout à fait dangereux, même si de vous à moi, j'ai pas souvent perdu face à Dan Martin sur ce type de course. Mais sait-on jamais, il suffirait que ça arrive une fois pour être une très mauvaise expérience. Donc, allez, il y a deux coureurs pour moi vraiment à regarder de très très près, c'est Alaphilippe et Kwiatkowski. Donc, attention, on est juste avant la descente en direction de la Roche au Faucon. Il y a des attaques qui ont lieu, mais vous avez vu, je réplique en effort curseur. Je ne réplique pas par une attaque à cet endroit-là. Mathieu Van Der Poel, de toute façon, a la possibilité, protégé qu'il est par Tony Galopin, de quand même assez bien réagir à tout ça. Vous avez vu que, petite parenthèse, le pic de forme il s'est achevé. Hein. On n'a pas eu beaucoup de chance. Pour la deuxième année consécutive, le pic de forme là de cette période classique de printemps, le pic de forme aura duré 18 jours, alors qu'il est censé durer entre 18 et 24. Donc on est vraiment au seuil minimum. Bon, on est en forme du jour 0. Après, c'est pas non plus scandaleux, quoi. Hein. C'est pas scandaleux. Par contre, il y a un énorme effort à faire là sur Julien Alaphilippe parce que il a pris une jolie longueur d'avance. J'avais roulé au tout départ. Là, c'est Kwiatkowski qui s'occupe de rebeller également. Il y a Tim Wellens qui est précédé par Björn Lambrecht. Tiens, Vincenzo Nibali, ça n'a pas servi à rien qu'il soit revenu dans le groupe. Là, c'est Kvyat dont on prend la roue qui va nous ramener sur Julien Alaphilippe. Donc, ouf, on a réussi à réagir par rapport au mutant Julien Alaphilippe. Et maintenant, s'opère un jeu à une grosse quinzaine, à une quinzaine de coureurs là. Oh là là, bien malin qui peut prédire lequel peut s'imposer là-dessus. Faut être très très vigilant. Attention à Michael Matthews, ne pas le perdre de vue puisqu'il est à la CCC. C'est à noter, hein, puisqu'on est en 2020, les choses ont un petit peu bougé. On a donc comme ça des gens assez dangereux. Bon, Fuglsang au sprint, pas vraiment ça. Valgren, a priori, c'est pas la première crainte qu'on peut avoir. Mais moi, je vais choisir évidemment la roue de Alaphilippe parce que, quand même, c'est toujours la meilleure roue avec son accélération exceptionnelle. Il faut pas, il faut pas choisir quelqu'un d'autre à part Kwiatkowski. Voilà, c'est tout. Donc, je pense que vraiment, sorti de ces deux-là, euh, on est, euh, on est pas mal si on les suit et on va prendre ce Liège-Bastogne-Liège avec Mathieu Van Der Poel pour un tableau de chasse de printemps plutôt sympathique. On a eu Milan-San Remo, on a eu le Tour des Flandres et on a eu Liège-Bastogne-Liège avec une deuxième place à Paris-Roubaix. Donc l'ardoise est quasi parfaite. Et écoutez, triplé ardennais pour le garçon. On est donc en face d'un monstre. Juste monstrueux, Mathieu Van Der Poel. Je suis très très content de Tony Galopin parce que même si sur la toute fin, il n'était pas réellement, il n'a pas joué de rôle, il a joué un rôle jusqu'à La Roche-au-Faucon. Et ça déjà, c'est tout ce que je lui ai demandé, c'était de permettre à Mathieu Van Der Poel d'être dans les meilleures dispositions possibles avant, avant quoi? Avant d'arriver au moment décisif. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez voir que je me suis dépêché, dans la période de pré-transfert qui démarre le 1er mai, de contacter en tout premier lieu Mathieu Van Der Poel, puisqu'il est en fin de contrat et que c'est mon objectif numéro 1. Donc Mathieu Van Der Poel a été contacté. Après, je réfléchis pas mal. Et il m'apparaît qu'au niveau des classiques, on est assez bien en fait. On est en place avec Van Der Poel soutenu par Sénéchal, Van Barle et Galopin. C'est bon, il n'y a pas grand chose à dire. Donc je vais précontacter
un Pierre Latour. C'était ce que je vous avais promis de longue date. C'était en tout cas au moins l'objectif, hein, de recruter Latour. Ok. Et puis ensuite, bah, en continuant un petit peu à regarder de ci, de là, on complète un peu le truc avec, écoutez, quelqu'un dont le nom va vous parler, dont le prénom aussi va vous parler, et avec lequel mon histoire personnelle, virtuelle, sur Pro Cycling Manager en général, n'est pas terminée. Il s'agit de Remco Evenepoel, et il me vient l'idée comme ça, en fait, de me dire, mais pourquoi tu prendrais pas Remco? C'est totalement le cadre, cette partie-là, c'est le cadre idéal pour aller ajouter à Mathieu Van Der Poel, star de classique, à ajouter un Remco Evenepoel. En fait, c'est le truc, c'est quasiment le casting de rêve, quoi. C'est ce que je me dis à ce stade-là. Après, il y a évidemment une question. Alors que vous voyez que je suis allé en Romandie, hein. C'est intéressant de voir un peu ce qu'on est capable de faire sur un parcours où, a priori, je ne décèle pas si oui ou non il va être réservé pour l'étape, je crois que c'est la 5, plutôt aux montagnards, enfin aux grimpeurs purs, ou si un puncher comme Mathieu Van Der Poel peut le faire, quoi, en fait, voilà. Donc c'est ça mon interrogation. En plus, Mathieu Van Der Poel est très fort en prologue, pas en contre-la-montre encore, hein, mais je vais travailler là-dessus. Donc, je vais sur Romandie, voilà, pour tester un petit peu, pour aller chercher un petit peu d'argent, on va pas se mentir, aussi pour profiter d'une forme assez correcte. Je parle là de la forme de préparation, et non pas évidemment de pic de forme, puisqu'on là on a bien compris que un peu avant Liège, en fait, on avait perdu notre pic, hein, en fait. Voilà, c'est parti. Et donc voilà, en Romandie, pour essayer d'aller glaner une victoire d'étape par-ci, peut-être un maillot vert, et plus, si affinité, on verra bien. Et donc voilà, ce que je me disais, c'est à ce stade-là, hein, je suis à ce stade-là où je fais ces pré-transferts-là, monter ces dossiers-là, en fait, ce qui m'anime, c'est je veux me couvrir, je veux me donner en fait deux directions possibles. Une direction avec Mathieu Van Der Poel, Pierre Latour, on a déjà Galopin et Sénéchal, plus peut-être un autre Français, d'une part, avec du coup un certain type de sponsoring, peut-être plus à tendance préférentielle France et Pays-Bas, hein, par exemple, plus une troisième nationalité à déterminer. Et l'hésitation, évidemment, elle est avec, finalement, se dire, Remco, c'est l'évidence même dans une équipe comme celle-ci, qui est au final, on va dire, si elle n'est pas belge, au moins elle est grandement belgeo-compatible, quoi, si j'ose dire, belgo-compatible. Donc, hein, c'est intéressant. Tu vois, les Flamands et les Hollandais, c'est pas la même langue, mais c'est quand même quelque chose qui est assez proche, en fait. Voilà. Et culturellement, je dirais, c'est plus proche. Un Flamand est plus proche d'un Néerlandais, en fait, que d'un Wallon, pour être très franc. Et je dis ça parce qu'en fait, je connais des Belges et qui me l'ont vraiment confirmé à quel point la différence culturelle est vraiment très très forte entre Wallon et Flamand, et au contraire, il y a une proximité réelle. Donc au niveau identitaire, mettre du flamand, et puis 90%, voire plus des Belges dans le peloton sont flamands, hein. Donc mettre des flamands avec des Hollandais, ça a du sens, en fait. Et ce qu'il faut juste voir après, c'est ce qu'on y adjoint. Et donc c'est vrai que toute ma réflexion, elle est là, en fait. Elle est sur l'identité que je veux donner. On trouvera peut-être un arrangement à l'amiable, hein, pour libérer Sosa, pour lui offrir une porte de sortie par rapport à cette galère linguistique totalement insupportable pour le pauvre Colombien perdu au milieu de tous ces gens qui font des drôles de bruit pour parler, en fait. Et donc, je pense que la deuxième voie, c'est, on en parle, c'est du Corandon Alpecin, bien sûr, hein. C'est rester sous pavillon Corandon, mais avec ce Alpecin qui vient comme ça s'agglomérer, profitant de la disparition de Katusha Alpecin. Donc ça, après, c'est à moi d'éditer ça dans la partie, de me débrouiller pour que Katusha Alpecin soit reprise par je ne sais quel sponsor. Ça, c'est facile à faire.
et en marge de ça, eh bien, créer un maillot Corendon, Alpecin, et finalement me dire, en fait, ouais, en fait, cette partie autour de Mathieu Van Der Poel, c'est un petit peu hérétique de vouloir trop la franciser parce que quelque part, c'est pas exactement le champ culturel du truc. Un galopin, à la limite, qui est là, ça a du sens. Galopin, il a passé je sais pas combien d'années chez Lotto Soudal. Un sénéchal qu'on a signé venant de Quick-Step, donc là aussi, ça a du sens. Il n'y a pas de problème. On peut avoir comme ça deux, trois exilés. Donc c'est vraiment encore vraiment en réflexion. Mais plus ça avance et plus je me dis que recruter là en août 2020 Remco Evenepoel qui n'a encore que 74, après peut-être qu'il aura 75 entre temps s'il a un peu fait des progrès, mais qui n'a que 74 de général, donc qui va pas être super gourmand. Alors que le type, c'est du potentiel 80 d'overall, je suppose, 80 d'overall et avec un salaire après, dès qu'il aura gagné un grand tour, à 150 000, quoi. Hein. Donc, c'est peut-être intéressant, en fait, de faire un énorme coup financier, c'est-à-dire de recruter Remco, peu importe combien dans la limite réaliste, hein, c'est-à-dire, je sais pas moi, 40 000, 50 000, il a rien gagné, il a aucune référence. Et en fait, avec le recrutement de Remco, se construire une équipe assez monumentale, une partie qui, on se doute bien, va marcher sur les traces de la partie Lotto Soudal qui avait été faite sur Conseil Manager 2018 l'an passé, et se dire finalement, oui, cette partie, elle va aller très très loin avec Remco. Et en plus, il se trouve que Remco, on avait une histoire qui n'était pas aboutie avec lui, puisque j'avais été obligé d'arrêter avec De Koning Quickstep, un petit peu à cause du calendrier, quoi, la sortie du nouveau jeu, on avait pas eu le développement de Remco dans les délais, mais c'est normal. Un an et demi, le mec va pas se transformer de 69 à 78. Hein. C'est légitime. Donc, moi, je me dis que l'histoire avec Remco est pas finie. Pierre Latour, va falloir voir aussi combien il demande. Parce qu'on peut aussi avoir un cas de figure hein, qui clôt le débat. Hein. C'est Pierre Latour veut 75 000. Je dis ça un peu au hasard. Hein. Pierre Latour veut 75 000. Remco veut 40 000. Ça nous arrange grandement de plutôt dépenser 40 sur ce profil de coureur que 75 parce qu'il faut qu'on boucle notre équipe à au moins aller, je vais pas dire 26 coureurs parce que ça va être dur à obtenir, mais si déjà au lieu de tourner avec 16 coureurs comme cette année, je tourne avec 21, 22 coureurs pour se rapprocher tout doucement du quota des 25-26, déjà ce serait pas mal. Ce serait énorme déjà au niveau de l'organisation, ce serait beaucoup plus facile d'en avoir 21-22, mettons. Et donc, voilà, je vous ai expliqué vraiment en large et en travers ma réflexion. Comment est-ce que aussi les choses sont faites. À la base, je pense des choses, et puis après, en fait, ça évolue. Le truc, il n'est pas figé. C'est exactement comme quand, avec l'Auto Soudal au début de partie, si je gagne une étape sur le Tour de France, waouh, c'est Noël, quoi. Je suis trop heureux. Une étape. Et puis après, j'en viens en fait développer un mutant parce que le jeu le permet et qu'au final, on a eu un enchaînement de choses qui ont fait que la partie, elle nous a totalement dépassé par rapport à ce qu'on aurait pensé au départ. Ben là, c'est pareil en fait. C'est pareil. On peut avoir au final des choses qui nous dépassent totalement et finalement des changements d'idées alors qu'à la base, on voulait un Pierre Latour et finalement, on va plutôt se recentrer sur un Remco Evenepoel avec du Corendon Alpecin. Attention, hein, si Corendon Alpecin, ça impose un truc. Hein. Ça impose d'aller chercher au moins un coureur correct allemand. Donc il va falloir y réfléchir là-dessus. J'ai des petites pistes, mais attention, il y a beaucoup de gens que nous, les joueurs de PCM, on aime bien en coureur allemand, qui sont soit pas en fin de contrat là, soit tout simplement un profil pas indiqué. Je donne deux exemples, parce que j'ai déjà été regardé. Hein. Manu Bourgman, ce serait super excitant parce que quelque part, ce type, il a il a toutes les qualités qui pourraient nous faire envie. Et ouais, mais Manu Bourgman, il est pas en fin de contrat là. Et puis de la même manière, un Phil Bauhaus qui est un sprinter super super sympa à avoir,
Ben lui pour le coup, si je le prends, déjà je consomme beaucoup d'argent qui m'empêche de recruter quelqu'un qui peut assurer l'avenir de l'équipe au niveau de la montagne, au niveau des grands tours. Et d'une part, l'argent, on peut pas le mettre à plusieurs endroits parce que je pense qu'on va être bien limité au niveau pognon. Euh, J'expliquerai un petit peu les calculs que je vais faire pour que le truc il soit vraiment honnête. On va pas se donner trop d'argent par rapport à ce qu'on devrait avoir. On va vraiment essayer de respecter ce que peut être la croissance financière de l'équipe. Et voilà, donc ça veut dire que Phil Bauhaus, bah, d'une part, c'est beaucoup d'argent, et d'autre part, ça vient un peu marcher sur les plates-bandes de Mathieu Van Der Poel. Puisque Mathieu Van Der Poel, je vous pronostique un truc, hein, c'est que sur le Tour de France, je pense que j'irai en chercher au moins une ou deux, hein, au sprint, hein, avec Mathieu Van Der Poel. Je viserai le maillot vert avec Mathieu. Hein. Donc à partir de là, qu'est-ce que peut m'apporter un Bauhaus que Van Der Poel ne va pas m'apporter? Quelques victoires sur du sprint plat, très clairement. Mais à condition de lui mettre aussi une équipe autour. Il faut un poisson pilote, il faut quelques lanceurs, il faut une équipe donc qui est construite en fonction de la présence du sprinter. En gros, c'est un autre projet. C'est un autre projet. C'est tu construis ton équipe autour d'un sprinter majeur. C'est un projet comme un autre. Mais là, c'est pas réellement le projet de la partie. Je vais pas faire. Voilà, je veux pas marcher sur les plates-bandes de l'ami Mathieu Van Der Poel. Là, c'est exclu. Je veux que du profil de coureur qui puisse à la fois nous renforcer sur le moyen long terme, même si à court terme ça reste encore un peu balbutiant, quoi. D'une part, je veux ça, et je veux également que ça ne vienne pas empiéter sur ce qu'on a déjà. Et je trouve que ce qu'on a déjà, c'est une ossature autour de Van Der Poel qui est redoutable. Moi, l'axe Sénéchal, même s'il n'a pas beaucoup servi sur Flandrienne, mais je sais à quel point il peut servir. L'axe Sénéchal-Van Barle pour aider à essayer de gagner un Paris-Roubaix l'année suivante, j'y crois à 100%. Surtout qu'il y aura eu peut-être des progrès qui ont été effectués par les deux d'ici là, surtout par Sénéchal qui est plus jeune. Et Tony Galopin, c'est couteau suisse, hein, on l'a déjà évoqué. Le mec qui peut aider à pas mal d'endroits différents. Il est supra précieux. Tony, je l'échangerai contre pas grand chose. Parce que dans cette équipe, il cadre génialement bien. Et c'est pas fini, hein, vous allez avoir des surprises par la suite. Tony, ce sera notre leader sur le Tour de France. Voilà. Et quant à Mathieu Van Der Poel, il chassera des étapes, bien sûr, et il chassera également le maillot vert. Et puis on aura Van Barle et Sénéchal qui seront là, aiguisés comme des couteaux, pour planter à tout moment et surtout appuyer pour essayer de favoriser la perf de Tony ou de Mathieu. Donc franchement, le projet là, moi si je rajoute un gros grimpeur, je sais à quel point ça peut faire très mal. Vous avez vu, on n'a pas été ridicule au final sur ce Tour de Romandie, même s'il y avait une étape qui nous était pas trop favorable. On prend une perf au général qui est pas ridicule, plus du vert et victoire d'étape. On a ramassé 2-3 ronds, tant mieux. On voit que l'intérêt des coureurs qui ont été contactés commence un petit peu à croître avec le temps. Vous avez, il y a des petites évolutions là, on est au 15 mai à présent. On est donc pendant la période du Giro. Et voilà, je pensais à quelqu'un, je vous l'ai dit tout à l'heure, bah en fait, ce serait peut-être Guillaume Martin. Si je choisis l'option Latour, il me semble que Guillaume Martin pourrait être un joli soutien. En plus, Guillaume Martin, il est déjà dans une équipe belge. Donc, quelque part, il n'y a rien de scandaleux à ce que le type continue à courir comme ça à l'étranger, aux Pays-Bas, en Belgique, peu importe, quelque part. Donc, bon, hein, ça c'est la petite réflexion. Guillaume Martin, totalement compatible avec nous. Hein. Ok, après, petite simu du Giro. Giro, j'ai envoyé une équipe qui était, je vais pas vous la raconter, hein. Je vais pas tourner autour du pot pendant 100 ans. J'ai envoyé une équipe qui correspondait à ceux que je ne voulais pas préserver pour d'autres échéances. C'est aussi bête que ça. Avec 16 coureurs, dont un blessé actuellement, ça laissait pas beaucoup de marge de manœuvre. Hein. J'en avais
j'en réserve certains pour le Tour de France, vous en doutez, hein. Il y a 8 coureurs qui vont être vraiment, vraiment centrés sur le Tour de France qui va suivre, avec, je vous dis, grosse ambition, même si c'est pas une ambition de général absolu, hein, on va pas aller le gagner, c'est clair, mais ambition de vraiment, vraiment faire un joli tour, quoi. Surtout sur profil 2018, il y a moyen, j'aimerais quand même qu'à un moment donné, on porte le maillot, par exemple, jaune. Et puis j'aimerais de la victoire d'étape, après on verra si c'est faisable ou pas. Mais il y a moyen de faire un très joli tour 2018, à mon sens, même si on est en 2020, mais le jeu a mis le 2018 comme variant, hein. C'était plutôt une bonne chose. Donc à partir de là, ceux qui vont sur le Giro, c'est vraiment parce que j'ai trouvé personne d'autre. C'est pas pour être déplaisant, hein. Mais donc équipe très faible, et vous allez voir que au final, Sosa, eh ben mine de rien, un peu tout seul, Sosa, il s'en sort vraiment pas si mal que ça. Il est loin d'être ridicule. Il chope de ci, de là, il attrape des petits top 20 d'étapes ou top 15. Il est vraiment intéressant. Il est vraiment intéressant. Après, je le trouve, fort pour son âge. Je le trouve super intéressant. En fait, s'il avait la bonne nationalité, je me poserais même pas la question d'aller chercher quelqu'un d'autre sur Grand Tour. Pour être très franc, je le ferais bosser en contre-la-montre pour essayer de limiter la casse, et je le laisserai tranquillement monter sa note en montagne et en vallon, et surtout ses capacités physiques aussi. Donc, il faudrait faire de l'entraînement contre la montre avec ce type pour le renforcer sur des aspects qui nous paraissent intéressants, et pour en faire quelqu'un qui peut aller assez rapidement aller viser un top 10 sur Giro ou Vuelta, voire même dans 2-3 ans un top 5 ou un top 3. Donc en étant soutenu un petit peu aussi, parce que tout seul c'est pas forcément évident. Donc on arrive là au 1er juin. Donc 1er juin, on a nos petits contacts qui ont continué. Vous avez vu, Remco, il est super intéressé. Les autres, ça monte un petit peu, tout doucement, hein, certains, ça se fait tout doucement. Mais j'ai l'illusion de croire en fait que en continuant à bien bien nouer des contacts avec les types là que vous voyez, et d'autres qui apparaîtront à l'épisode d'après, on va peut-être quand même pouvoir négocier des contrats un peu moins exorbitants que ce qu'on aurait pu avoir si jamais on les avait pas contactés, voire même, sinon ils voudraient peut-être même pas discuter avec nous. Là, c'est la petite organisation de stage. Je sacrifie quelques milliers d'euros, 6 000 et quelques, pour un stage de contre-la-montre avec tous ceux justement qui vont participer, vous l'avez la liste, au Tour de France. Donc tous ceux-là vont aller sur le Tour de France. Pourquoi est-ce que je le fais? C'est parce que il y a un contre-la-montre par équipe vers le tout début de ce Tour de France. Et je me dis que ce serait bien dommage de sacrifier nos chances d'éventuellement porter le maillot. Je pense au hasard, éventuellement après l'étape 9, par exemple. Ce serait dommage de perdre toutes nos chances d'avoir le maillot jaune au moins pendant un jour sur les épaules. Euh, Perdre ces chances-là, juste parce qu'on a été vraiment des grosses billes en CLM par équipe. Donc c'est pour ça vaut le coup de le bosser. Surtout que, vous allez voir, après on va, et là c'est le prologue du Dauphiné, parce que ce Dauphiné m'intéresse en un sens, c'est qu'il est un peu une forme de répétition générale pour se mettre en difficulté avant le Tour de France qui viendra. Voilà, en fait j'ai aligné plusieurs très bons coureurs sur ce Dauphiné, faisant ainsi une croix sur le Tour de Suisse, parce que j'avais envie de voir déjà des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, continuer un peu à découvrir le jeu, hein, j'hésite pas à vous le dire. Euh, c'est pas parce que je fais des vidéos sur une chaîne YouTube que j'ai la science infuse, hein. Je ne sais pas tout, je ne maîtrise pas tout, et je suis loin d'avoir raison sur tout, mais alors vraiment loin. Et en fait, moi, je trouve très humblement, je trouve qu'il y a des modifications de gameplay en fait. À bien y réfléchir, il y a quelques mini variations du gameplay entre 2018 et 2019 là sur PCM, et qui vraiment me font penser que Mathieu Van Der Poel qui chute, mais ne vous inquiétez pas, il va se relever, il est indestructible Mathieu, il n'y a aucun problème. Je dis ça, puis le jour où il va se blesser, ça va nous faire tout drôle. Mais donc
petites modifications de gameplay. Je développerai davantage ça, je pense, à l'épisode prochain. Euh, Parce que j'ai observé des petites choses. Il y a également avec Astana où je me permets quelques petits tests à des moments. Alors ça peut paraître, parfois ça peut vous paraître un peu laborieux. Vous dites ouais il gagne rien avec Astana, nanana. Mais ouais mais en fait c'est parce que mes parties, en fait si je voulais tout gagner j'en ferais une. Je démarrerais avec le team Ineos ou alors je reprendrais de Koenig Quickstep. Puis là, j'aurais peut-être les moyens de tout gagner et tout, mais en fait, je crois pas qu'on s'amuserait beaucoup. Ni moi pour jouer, ni vous pour regarder. Je, je pense que la difficulté est beaucoup plus sympa en fait. Euh, Parce que on va à des moments bugger sur des situations de course, on va avoir des fails. Par exemple, sur Astana épisode 4, j'ai commis une énorme boulette. Je laisse une cassure sur Miguel Angel Lopez. Vous verrez dans l'épisode prochain avec Corandon, il y a un moment donné aussi où je tente un peu le coup de voir si la même boulette peut se faire rattraper ou pas, parce que j'ai pas de pression sur Dauphiné à un endroit. Euh, J'essaie de tenter des trucs parce que je veux arriver pour Astana, je veux arriver au Giro vraiment dans les clous pour pouvoir être vraiment performant sur le Giro. Ça, c'est objectif tour avec Astana, c'est vraiment le Giro. Tout ce qu'il y a avant, pour moi, ça compte quasiment pas. Et, euh, et en revanche, avec Corandon Circus, ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire un joli Tour de France. Voilà. Et en ce sens-là, on va sur Dauphiné, histoire de vraiment voilà, ajuster deux, trois petits trucs. Ça vous a peut-être pas échappé que Mathieu Van Der Poel, tiens, donc, il a sa petite note en montagne qui a augmenté, sa petite note en contre-la-montre aussi. C'est normal, je lui fais suivre un entraînement euh, course par étape. Alors, vous inquiétez pas, je vais pas le transformer en Chris Froome hein, ou en Geraint Thomas. C'est pas l'objet. C'est plutôt que je veux lui faire monter ses notes parce que si j'arrive à monter, je prends toujours comme exemple un Julien Alaphilippe. Finalement, Mathieu Van Der Poel, il a quelques similarités dans le jeu avec Alaphilippe. J'ai dit quelques, j'ai pas dit que c'était le même. Il a quelques similarités. Si le Van Der Poel, là, il est à 74 de montagne, punaise, je peux vous assurer que les étapes du style Embrun, Valoir, les étapes qui arrivent au Grand Bornand, là, sur l'étape, euh, je sais plus, je crois que c'est l'étape 10 ou 11 du Tour 2018, euh, toutes ces étapes qui arrivent après une descente avec enchaînement de cols, Van Der Poel avec son 84 en descente, s'il a un petit 74 en montagne avec une bonne forme du jour, il va les prendre hein, ces étapes-là. Hein. Donc voilà. Et puis il y a un truc surtout hyper important sur lequel je tiens à dire un mot. C'est d'une part que ce que je trouve super intéressant dans le cyclisme, enfin une chose super intéressante, c'est pouvoir observer ce que les équipes font avec leurs coureurs et les évolutions qu'elles cherchent ou pas à leur donner. C'est-à-dire qu'il y a quand même des transformations qui s'opèrent. Hein. Demandez à Ineos hein, et demandez en ce moment à ce qui se passe à Tige Benoît. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Tige Benoît? Est-ce que tu n'es pas en train de nous préparer quelque chose IRL? Ben oui, la réponse elle est oui. Hein. Tige Benoît, il est en train il y a une mutation qui est en train de s'opérer. Hein. Eh bien en fait, loin de moi l'idée de muter Mathieu Van Der Poel parce que je trouve qu'en Flandrien Puncher il est juste exceptionnel et on peut voilà se contenter je dirais de ça plus quoi plus ben, j'aimerais bien caresser l'espoir un de ces jours de gagner un Tour de Lombardie quand même hein. La chasse au monument elle est lancée hein. On va pas s'arrêter hein. Là on en a pris 3 sur 4 je vous dis de suite que j'ai la bave aux lèvres pour le Tour de Lombardie et Tour de Lombardie il avait 66 en montagne au départ de la partie, Mathieu. À 66, le Tour de Lombardie, même pas tu l'imagines, en rêve. Par contre, à 72, 73, tous les jours, avec une forme du jour positive, tous les jours tu vas le chercher. Donc je l'ai fait avec Moscon, je le sais. Je l'ai fait avec Gianni Moscon et Andiamo Ragazzi. Donc à partir de là, vraiment voilà, on est sur des objectifs là. Certes, on est content, on gagne une petite étape par-ci, une étape par-là. On se teste sur Dauphiné. Dauphiné, c'est Tony Galopin, hein, le leader, hein, bien sûr. Et surtout, ben, on prépare la suite, en fait. Hein.
prépare la suite. Donc dans l'épisode 10, on va avancer sur les histoires de sponsors et les histoires de transfert, de pré-transfert en tout cas. On ira, à mon avis, jusqu'au début du Tour de France et on verra quel rôle on commence à pouvoir y jouer. Il y aura les petits championnats nationaux, on va aller chercher 2-3 maillots probablement. On finira le Dauphiné, on espérera d'avoir des enseignements un peu sur ce Dauphiné, d'en retirer 2-3 petites leçons pour la suite, voilà. Et en continuant toujours à penser à la suite de l'équipe. A plus, bye bye.